Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fait vraiment débat au Brésil. Ah oui, la fameuse semaine 6x1. C'est ça. 6 jours de travail, un seul jour de repos. Un rythme assez intense qui est devenu un vrai point chaud social et politique là-bas. Tout à fait, c'est la norme pour beaucoup, mais il y a un vrai vent de contestation qui monte de plus en plus fort. Notre idée, c'est de voir un peu d'où ça vient, ce mouvement contre le 6X, ce qu'il demande. Et pourquoi ça prend autant, quoi. On va s'appuyer sur pas mal de sources, des témoignages de travailleurs, des discussions politiques, des trucs vus en ligne aussi. L'objectif, c'est simple, comprendre les arguments pour et contre la fin du 6X, toucher du doigt à ce que vivent les gens concernés, et puis décrypter un peu les enjeux derrière, économiques, sociaux. Allez, on y va. Ce qui est intéressant, c'est comment ce mouvement a démarré. Beaucoup en ligne, si j'ai bien compris. Exactement. Ça a beaucoup pris sur les réseaux, avec des figures comme Rie Azevedo ou des collectifs comme Vida Além de Trabalho, la vie au-delà du travail. C'est assez parlant comme nom. Ça part d'un ras-le-bol général, en fait. Oui, un mécontentement qui couvait et qui a même trouvé un écho politique. Il y a eu un député élu en partie là-dessus, sur cette promesse de changement. Et ça, c'est concrétisé comment, politiquement? Il y a une proposition d'amendement constitutionnel, la PEC, portée par la députée Erika Hilton. L'idée, c'est carrément d'interdire le 6X. Et de proposer quoi à la place? Le 5-2? Le 5-2, oui, ou même le 4-3, la semaine de 4 jours qui fait débat un peu partout d'ailleurs. Et on sent que la pression populaire joue un rôle important. Ça a mis la pression sur certains politiques. On a vu une députée, Tabata Amaral, qui était plutôt réticente au début. Et qui a fini par signer. Exactement, sous la pression citoyenne. Ça montre bien que ça vient de la base, de l'expérience vécue des gens. Justement, parlons-en de cette expérience. Les sources qu'on a vues, elles parlent de désabafos, c'est ça? Des témoignages assez forts. Oui, des sortes d'exutoires, quoi. Et ça décrit des conditions de travail vraiment très dures. Le mot esclavage moderne revient même parfois. C'est un terme très fort. Qu'est-ce qui ressort concrètement? Des horaires interminables, des temps de trajet énormes pour aller bosser et revenir, souvent pour un salaire minimum qui suffit à peine, même pour le strict nécessaire. Donc plus de temps pour la vie perso, la famille, le repos. C'est ça, le temps pour soi, il disparaît complètement. Et l'impact sur la santé, c'est lourd, physiquement et mentalement. Burn-out, stress. Oui, maladie liée au stress. Il y a cet exemple terrible dans les sources des chauffeurs VTC qui doivent uriner dans des bouteilles parce qu'ils n'ont pas le temps ou l'endroit pour faire une pause. C'est choquant. Ça illustre bien la précarité extrême. Et ce vécu, il contraste violemment avec les critiques qui viennent parfois de personnalités politiques qui ont des semaines bien plus cool ou de figures médiatiques un peu déconnectées, issues de milieux privilégiés. Comme ce Léo Picon mentionné dans les sources. Par exemple, oui. Ce décalage, forcément, ça nourrit la colère et la détermination. Face à ça, quelles sont les résistances? Qu'est-ce qui coince? Principalement la peur économique. C'est ce qui ressort le plus. La peur d'un effondrement, de l'inflation. Voilà. Les opposants agitent ce spectre. L'économie va s'effondrer, l'inflation va exploser, les petites entreprises vont faire faillite. On parle aussi d'une hausse de la péjotisation. Ce système où on fait passer des salariés pour des indépendants pour éviter les charges, c'est ça, hein? Exactement. Un contournement du droit du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces arguments de catastrophe économique, on les a déjà entendus. Ah oui, quand ça? À chaque grande avancée sociale, en fait. Fin de l'esclavage, instauration du salaire minimum, congés payés. Même plus récemment, pour la loi sur les droits des employés de maison au Brésil, la fameuse PEC das Domésticas, c'était les mêmes craintes. L'histoire bégaye un peu, alors. Et du côté des politiques qui s'opposent, on trouve quoi comme argument? Il y a un peu de tout. L'ancien président Bolsonaro, lui, il rejette ça en bloc. Pour lui, c'est de la manipulation politique. Et il dit aux gens d'aller monter leur boîte, c'est ça? En gros, oui. Et il sort un argument juridique sur l'article 7 de la Constitution, la clausula petrea, qui serait intouchable. Mais apparemment, juridiquement, ça tient pas vraiment la route, d'après les experts cités. D'accord. Et d'autres figures politiques, plus à droite aussi, comme Nicolas Ferreira ou Tabata Amaral qu'on a mentionné? Eux, ils sont plus nuancés, on va dire. Ils expriment des réserves sur l'impact économique, ils parlent de dialogue nécessaire, d'aide aux entreprises, mais on sent qu'ils sont quand même sensibles à la pression populaire. On voit aussi une tendance à attaquer les personnes qui portent le projet plutôt que le fond. Oui, c'est une tactique classique, essayer de décrédibiliser les messagers. Et puis il y a les critiques du monde des affaires, genre Léo Picon, qui craignent pour les PME, l'investissement. Mais bon, souvent ça sonne assez déconnecté de la galère quotidienne des travailleurs concernés. Au final, pourquoi c'est si important ce débat, Lula? Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la dignité humaine,
tout simplement, le bien-être des travailleurs. Et d'ailleurs, les partisans de la réforme disent que des gens moins crevés, ce serait aussi moins de dépenses de santé pour l'État. Et peut-être même plus de consommation, car ils auraient un peu de temps et d'énergie. Voilà, c'est l'idée, mais faut pas oublier le contexte global. L'énorme secteur informel. Exactement. Près de 39 millions de Brésiliens qui bossent au noir, eux, cette loi ne les concernerait pas directement. Ça montre que le problème est bien plus vaste. Mais ça n'enlève rien à l'urgence du 6x1 pour ceux qui le subissent. Et la première grève ciblée là-dessus, chez PepsiCo, c'est un signe que le mouvement prend de la force. Oui, c'est un marqueur important. Même le président Lula a reconnu que le débat était légitime, mais sans s'engager fermement pour l'instant. C'est un dossier chaud. Bon, en gros, si on résume, une tension très forte entre un besoin criant de conditions de travail plus humaines, Oui. nourries par une vraie souffrance, oui. Et de l'autre côté, des résistances économiques ou des intérêts bien établis. C'est ça. Et ça laisse une question en suspens, non? Quand on voit comment, historiquement, chaque progrès social a suscité des cris d'orfraie avant que l'économie ne s'adapte finalement. Qu'est-ce que l'opposition actuelle nous dit sur nos priorités en tant que société? C'est une bonne question. Ou alors, peut-être, au-delà du 601, qu'est-ce qu'il faudrait comme changement plus profond pour garantir une vie digne à tous les travailleurs, y compris cette immense partie qui est dans l'informel? Vaste programme. Matière à réflexion en tout cas.